Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre la lecture de Mémoires de deux jeunes mariés de Balzac, du chapitre 14 à la fin du chapitre 18. Voilà, tout simplement. Je vous dis à tout à l'heure après la lecture. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Chapitre 14. Le duc de Soria au baron de Macumer, Madrid. Mon cher frère, vous ne m'avez pas fait duc de Soria pour que je n'agisse pas en duc de Soria. Si je vous savais errant et sans les douceurs que la fortune donne partout, vous me rendriez mon bonheur insupportable. Ni Marie ni moi, nous ne nous marierons jusqu'à ce que nous ayons appris que vous avez accepté les sommes remises pour vous à Urraca. Ces 2 millions proviennent de vos propres économies et de celles de Marie. Nous avons prié tous deux, agenouillés devant le même autel, et avec quelle ferveur! Ah, Dieu le sait, pour ton bonheur. Ô mon frère, nos souhaits doivent être exaucés. L'amour que tu cherches et qui serait la consolation de ton exil, il descendra du ciel. Marie a lu ta lettre en pleurant et tu as toute son admiration. Quant à moi, j'ai accepté pour notre maison et non pour moi. Le roi a rempli ton attente. Ah, tu lui as si dédaigneusement jeté son plaisir, comme on jette leur proie au tigre, que, pour te venger, je voudrais lui faire savoir combien tu l'as écrasé par ta grandeur. La seule chose que j'ai prise pour moi, mon cher frère aimé, c'est mon bonheur, c'est Marie. Aussi serai-je toujours devant toi ce qu'est une créature devant le Créateur. Il y aura dans ma vie et dans celle de Marie un jour aussi beau que celui de notre heureux mariage. Ce sera celui où nous saurons que ton cœur est compris, qu'une femme t'aime comme tu dois et veux être aimée. N'oublie pas que si tu vis par nous, nous vivons aussi par toi. Tu peux nous écrire en toute confiance sous le couvert du nonce en envoyant tes lettres par Rome. L'ambassadeur de France à Rome se chargera sans doute de les remettre à la secrétaire d'État, à Monsignore Bamboni, que notre légat a dû prévenir. Toute autre voie serait mauvaise. Adieu, cher dépouillé, cher exilé. Sois fier au moins du bonheur que tu nous as fait, si tu ne peux en être heureux. Dieu sans doute écoutera nos prières pleines de toi. Fernand. Chapitre 15. Louise de Chaulieu à Madame de l'Estorade. Mars. Ah mon ange, le mariage rend philosophe? Ta chère figure devait être jaune alors que tu m'écrivais ces terribles pensées sur la vie humaine et sur nos devoirs. Crois-tu donc que tu me convertiras au mariage par ce programme de travaux souterrains? Hélas, voilà donc où t'ont fait parvenir nos trop savantes rêveries. Nous sommes sortis de Blois parés de toute notre innocence et armés des pointes aiguës de la réflexion. Les dards de cette expérience purement morale des choses se sont tournés contre toi. Si je ne te connaissais pas pour la plus pure et la plus angélique créature du monde, je te dirais que tes calculs sentent la dépravation. Comment, ma chère, dans l'intérêt de ta vie à la campagne, tu mets tes plaisirs en coupe réglée, tu traites l'amour comme tu traiteras tes bois. Oh! J'aime mieux périr dans la violence des tourbillons de mon cœur que de vivre dans la sécheresse de ta sage arithmétique. Tu étais comme moi la jeune fille la plus instruite, parce que nous avions beaucoup réfléchi sur peu de choses. Mais, mon enfant, la philosophie sans l'amour, ou sous un faux amour, est la plus horrible des hypocrisies conjugales. Je ne sais pas si, de temps en temps, le plus grand imbécile de la terre n'apercevrait pas le hibou de la sagesse tapi dans ton tas de roses, découverte peu récréative qui peut faire enfuir la passion la mieux allumée. Tu te fais le destin au lieu d'être son jouet. Nous tournons toutes les deux bien singulièrement, beaucoup de philosophie et peu d'amour. Voilà ton régime.
beaucoup d'amour et peu de philosophie, voilà le mien. La Julie de Jean-Jacques, que je croyais un professeur, n'est qu'un étudiant auprès de toi. Vertu de femme, as-tu toisé la vie ? Hélas, je me moque de toi, peut-être as-tu raison. Tu as immolé ta jeunesse en un jour et tu t'es faite avare avant le temps. Ton Louis sera sans doute heureux. S'il t'aime, et je n'en doute pas, il ne s'apercevra jamais que tu te conduis dans l'intérêt de ta famille comme les courtisanes se conduisent dans l'intérêt de leur fortune. Et certes, elles rendent les hommes heureux, à en croire les folles dissipations dont elles sont l'objet. Un mari clairvoyant resterait sans doute passionné pour toi, mais ne finirait-il point par se dispenser de reconnaissance pour une femme qui fait de la fausseté une sorte de corset moral aussi nécessaire à sa vie que l'autre l'est au corps ? Mes chers, l'amour est à mes yeux le principe de toutes les vertus rapportées à une image de la divinité. L'amour, comme tous les principes, ne se calcule pas, il est l'infini de notre âme. N'as-tu pas voulu te justifier à toi-même l'affreuse position d'une fille mariée à un homme qu'elle ne peut qu'estimer ? Le devoir, voilà ta règle et ta mesure, mais agir par nécessité, n'est-ce pas la morale d'une société d'athées ? Agir par amour et par sentiment, n'est-ce pas la loi secrète des femmes ? Tu t'es faite homme, et ton Louis va se trouver la femme. Oh chère, ta lettre m'a plongé en des méditations infinies. J'ai vu que le couvent ne remplace jamais une mère pour des filles. Je t'en supplie, mon noble ange aux yeux noirs, si pure et si fière, si grave et si élégante. Pense à ces premiers cris que ta lettre m'arrache. Je me suis consolée en songeant qu'au moment où je me lamentais, l'amour renversait sans doute les échafaudages de la raison. Je ferais peut-être pis sans raisonner, sans calculer. La passion est un élément qui doit avoir une logique aussi cruelle que la tienne. Lundi. Hier au soir en me couchant, je me suis mise à ma fenêtre pour contempler le ciel qui était d'une sublime pureté. Les étoiles ressemblaient à des clous d'argent qui retenaient un voile bleu. Par le silence de la nuit, j'ai pu entendre une respiration. Et, par le demi-jour que jetaient les étoiles, j'ai vu mon Espagnol, perché comme un écureuil dans les branches d'un des arbres de la contre-allée des boulevards, admirant sans doute mes fenêtres. Cette découverte a eu pour premier effet de me faire rentrer dans ma chambre, les pieds et les mains comme brisés. Mais au fond de cette sensation de peur, je sentais une joie délicieuse. J'étais abattue et heureuse. Pas un de ces spirituels français qui veulent m'épouser n'a eu l'esprit de venir passer les nuits sur un orme, au risque d'être emmené par la garde. Mon espagnol est là sans doute depuis quelque temps. Ah, il ne me donne plus de leçons, il veut en recevoir. Il en aura. S'il savait tout ce que je me suis dit sur sa laideur apparente. Moi aussi, René, j'ai philosophé. J'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'horrible à aimer un homme beau. N'est-ce pas avouer que les sens sont les 3/4 de l'amour qui doit être divin ? Remise de ma première peur, je tendais le cou derrière la vitre pour le revoir, et bien m'en a pris. Au moyen d'une canne creuse, il m'a soufflé par la fenêtre une lettre artistement enroulée autour d'un gros grain de plomb. Mon Dieu, va-t-il croire que j'ai laissé ma fenêtre ouverte exprès ? me suis-je dit. La fermer brusquement, ce serait me rendre sa complice. J'ai mieux fait, je suis revenue à ma fenêtre, comme si je n'avais pas entendu le bruit de son billet, comme si je n'avais rien vu, et j'ai dit à haute voix « Venez donc voir les étoiles, Griffith !» Griffith dormait comme une vieille fille. En m'entendant, le mort a dégringolé avec la vitesse d'une ombre. Il a dû mourir de peur aussi bien que moi, car je ne l'ai pas entendu s'en aller. Il est resté sans doute au pied de l'orme. Après un bon quart d'heure, pendant lequel je me noyais dans le bleu du ciel et nageais dans l'océan de la curiosité, j'ai fermé ma fenêtre et je me suis mise au lit pour dérouler le fin papier avec la sollicitude de ceux qui travaillent à Naples les volumes antiques. Mes doigts touchaient du feu. Quel horrible pouvoir cet homme exerce sur moi, me dis-je. Aussitôt, j'ai présenté le papier à la lumière pour le brûler sans le lire. Une pensée a retenu ma main.
Que m'écrit-il pour m'écrire en secret ? Eh bien, ma chère, j'ai brûlé la lettre en songeant que si toutes les filles de la terre l'eussent dévorée, moi, Armande Louise Marie de Chaulieu, je devais ne la point lire. Le lendemain, aux Italiens, il était à son poste. Mais, tout premier ministre constitutionnel qu'il a été, je ne crois pas que mes attitudes lui aient révélé la moindre agitation de mon âme. Je suis demeurée absolument comme si je n'avais rien vu ni reçu la veille. J'étais contente de moi, mais il était bien triste. Pauvre homme, il est si naturel en Espagne que l'amour entre par la fenêtre. Il est venu pendant l'entracte se promener dans les corridors. Le premier secrétaire de l'ambassade d'Espagne me l'a dit en m'apprenant de lui une action qui est sublime. Étant duc de Soria, il devait épouser une des plus riches héritières de l'Espagne, la jeune princesse Marie Heredia, dont la fortune eût adouci pour lui les malheurs de l'exil. Mais il paraît que, trompant les vœux de leur père qui les avait fiancés dès leur enfance, Marie aimait le cadet de Soria, et mon Felipe a renoncé à la princesse Marie en se laissant dépouiller par le roi d'Espagne. Il a dû faire cette grande chose très simplement, ai-je dit au jeune homme. Vous le connaissez donc ? M'a-t-il répondu naïvement. Ma mère a souri. Que va-t-il devenir, car il est condamné à mort, ai-je dit. S'il est mort en Espagne, il a le droit de vivre en Sardaigne. Ah, il y a aussi des tombes en Espagne, dis-je pour avoir l'air de prendre cela en plaisanterie. Il y a de tout en Espagne, même des Espagnols du vieux temps, m'a répondu ma mère. Le roi de Sardaigne a, non sans peine, accordé au baron de Macumer un passeport, a repris le jeune diplomate. Mais enfin, il est devenu sujet sarde. Il possède des fiefs magnifiques en Sardaigne, avec droit de haute et basse justice. Il a un palais à Sassari. Si Ferdinand VII mourait, Macumer entrerait vraisemblablement dans la diplomatie et la cour de Turin en ferait un ambassadeur. Quoique jeune, il est jeune ? Oui, mademoiselle. Quoique jeune, il est un des hommes les plus distingués de l'Espagne. Je lorgnais la salle en écoutant le secrétaire et semblais lui prêter une médiocre attention. Mais, entre nous, j'étais au désespoir d'avoir brûlé la lettre. Comment s'exprime un pareil homme quand il aime ? Et il m'aime. Être aimé, adoré en secret, avoir dans cette salle où s'assemblent toutes les supériorités de Paris, un homme à soi, sans que personne le sache. Oh René, j'ai compris alors la vie parisienne et ses bals et ses fêtes. Tout a pris sa couleur véritable à mes yeux. On a besoin des autres quand on aime, ne fût-ce que pour les sacrifier à celui qu'on aime. J'ai senti dans mon être un autre être heureux. Toutes mes vanités, mon amour-propre, mon orgueil étaient caressés. Dieu sait quel regard j'ai jeté sur le monde. Ah, petite commère, m'a dit à l'oreille la duchesse en souriant. Oui, ma très rusée mère a deviné quelques secrets de joie dans mon attitude, et j'ai baissé pavillon devant cette savante femme. Ces 3 mots m'ont plus appris la science du monde que je n'en avais surpris depuis 1 an, car nous sommes en mars. Hélas, nous n'avons plus d'italien dans 1 mois. Que devenir sans cette adorable musique quand on a le cœur plein d'amour ? Ma chère, au retour avec une résolution digne d'une Chaulieu, j'ai ouvert ma fenêtre pour admirer une averse. Oh, si les hommes connaissaient la puissance de séduction qu'exercent sur nous les actions héroïques, ils seraient bien grands. Les plus lâches deviendraient des héros. Ce que j'avais appris de mon espagnol me donnait la fièvre. J'étais sûre qu'il était là, prêt à me jeter une nouvelle lettre. Aussi n'ai-je rien brûlé. J'ai lu. Voici donc la première lettre d'amour que j'ai reçue, Madame la raisonneuse, chacune la nôtre. Louise, je ne vous aime pas à cause de votre sublime beauté. Je ne vous aime pas à cause de votre esprit si étendu, de la noblesse de vos sentiments, de la grâce infinie que vous donnez à toute chose, ni à cause de votre fierté, de votre royal dédain pour ce qui n'est pas de votre sphère et qui, chez vous, n'exclut point la bonté, car vous avez la charité des anges. Louise, je vous aime parce que vous avez fait fléchir toutes ces grandeurs altières pour un pauvre exilé.
Parce que, par un geste, par un regard, vous avez consolé un homme d'être si fort au-dessous de vous, qu'il n'avait droit qu'à votre pitié, mais à une pitié généreuse. Vous êtes la seule femme au monde qui aura tempéré pour moi la rigueur de ses yeux et, comme vous avez laissé tomber sur moi ce bienfaisant regard, alors que j'étais un grain dans la poussière, ce que je n'avais jamais obtenu quand j'avais tout ce qu'un sujet peut avoir de puissance, je tiens à vous faire savoir, Louise, que vous m'êtes devenue chère, que je vous aime pour vous-même, et sans aucune arrière-pensée, en dépassant de beaucoup les conditions mises par vous à un amour parfait. Apprenez donc, idole placée par moi au plus haut des cieux, qu'il est dans le monde un rejeton de la race sarrasine dont la vie vous appartient, à qui vous pouvez tout demander comme à un esclave, et qui s'honorera d'exécuter vos ordres. Je me suis donné à vous sans retour, et pour le seul plaisir de me donner, pour un seul de vos regards, pour cette main tendue un matin à votre maître d'espagnol. Vous avez un serviteur, Louise, et pas autre chose. Non, je n'ose penser que je puisse être jamais aimée, mais peut-être serais-je souffert, et seulement à cause de mon dévouement. Depuis cette matinée où vous m'avez souri en noble fille qui devinait la misère de mon cœur solitaire et trahi, je vous ai intronisée. Vous êtes la souveraine absolue de ma vie, la reine de mes pensées, la divinité de mon cœur, la lumière qui brille chez moi, la fleur de mes fleurs, le baume de l'air que je respire, la richesse de mon sang, la lueur dans laquelle je sommeille. Une seule pensée troublait ce bonheur. Vous ignoriez avoir à vous un dévouement sans bornes, un bras fidèle, un esclave aveugle, un agent muet, un trésor, car je ne suis plus que le dépositaire de tout ce que je possède. Enfin, vous ne vous saviez pas un cœur à qui vous pouvez tout confier, le cœur d'une vieille aïeule à qui vous pouvez tout demander, un père de qui vous pouvez réclamer toute protection, un ami, un frère. Tous ces sentiments vous font défaut autour de vous, je le sais. J'ai surpris le secret de votre isolement. Ma hardiesse est venue de mon désir de vous révéler l'étendue de vos possessions. Acceptez tout, Louise. Vous m'aurez donné la seule vie qu'il y ait pour moi dans le monde, celle de me dévouer. En me passant le collier de la servitude, vous ne vous exposez à rien. Je ne demanderai jamais autre chose que le plaisir de me savoir à vous. Ne me dites même pas que vous ne m'aimerez jamais. Cela doit être, je le sais. Je dois aimer de loin, sans espoir et pour moi-même. Je voudrais bien savoir si vous m'acceptez pour serviteur, et je me suis creusé la tête afin de trouver une preuve qui vous atteste qu'il n'y aura de votre part aucune atteinte à votre dignité en me l'apprenant, car voici bien des jours que je suis à vous, à votre insu. Donc, vous me le diriez en ayant à la main un soir, aux Italiens, un bouquet composé d'un camélia blanc et d'un camélia rouge, l'image de tout le sang d'un homme aux ordres d'une candeur adorée. Tout sera dit alors, à toute heure, dans 10 ans comme demain, quoi que vous vouliez qu'il soit possible à l'homme de faire, ce sera fait dès que vous le demanderez à votre heureux serviteur, Felipe Henares. PS. Ma chère, avoue que les grands seigneurs savent aimer. Quel bond de lion africain, quelle ardeur contenue, quelle foi, quelle sincérité, quelle grandeur d'âme dans l'abaissement. Je me suis sentie petite et me suis demandé, tout abasourdie, que faire. Le propre d'un grand homme est de dérouter les calculs ordinaires. Il est sublime et attendrissant, naïf et gigantesque. Par une seule lettre, il est au-delà des 100 lettres de Lovelace et de Saint-Preux. Oh, voilà l'amour, vrai sans chicane. Il est ou n'est pas. Mais quand il est, il doit se produire dans son immensité. Me voilà destituée de toutes les coquetteries, refusée ou acceptée. Je suis entre ces deux termes sans un prétexte pour abriter mon irrésolution. Toute discussion est supprimée. Ce n'est plus Paris, c'est l'Espagne ou l'Orient.
Enfin, c'est l'Abencérage qui parle, qui s'agenouille devant l'Ève catholique en lui apportant son cimeterre, son cheval et sa tête. Accepterai-je ce restant de mort ? Relisez souvent cette lettre hispano-sarrasine marronnée, et vous y verrez que l'amour emporte toutes les stipulations judaïques de votre philosophie. Tiens René, j'ai ta lettre sur le cœur, tu m'as embourgeoisé la vie. Ai-je besoin de finasser ? Ne suis-je pas éternellement maîtresse de ce lion qui change ses rugissements en soupirs humbles et religieux ? Oh, combien n'a-t-il pas dû rugir dans sa tanière de la rue Hillerin-Bertin ? Je sais où il demeure, j'ai sa carte. Felipe, baron de Macumer. Il m'a rendu toute réponse impossible, il n'y a qu'à lui jeter à la figure deux camélias. Quelle science infernale possède l'amour pur, vrai, naïf. Voilà donc ce qu'il y a de plus grand pour le cœur d'une femme réduit à une action simple et facile. Oh l'Asie, j'ai lu les 1001 nuits. En voilà l'esprit, 2 fleurs et tout est dit. Nous franchissons les 14 volumes de Clarice Harlowe avec un bouquet. Je me tords devant cette lettre comme une corde au feu. Prends ou ne prends pas tes 2 camélias, oui ou non, tue ou fais vivre. Enfin une voix me crie, éprouve-le. Aussi l'éprouverai-je. Chapitre 16, de la même à la même. Mars. Je suis habillée en blanc. J'ai des camélias blancs dans les cheveux et un camélia blanc à la main. Ma mère en a de rouge. Je lui en prendrai un si je veux. Il y a en moi je ne sais quelle envie de lui vendre son camélia rouge par un peu d'hésitation et de ne me décider que sur le terrain. Je suis bien belle. Griffith m'a prié de me laisser contempler un moment. La solennité de cette soirée et le drame de ce consentement secret m'ont donné des couleurs. J'ai à chaque jour un camélia rouge épanoui sur un camélia blanc. 1 heure. Tous m'ont admiré. Un seul savait m'adorer. Il a baissé la tête en me voyant un camélia blanc à la main et je l'ai vu devenir blanc comme la fleur quand j'en ai eu pris un rouge à ma mère. Venir avec les 2 fleurs pouvait être un effet du hasard, mais cette action était une réponse. J'ai donc étendu mon aveu. On donnait Roméo et Juliette. Et comme tu ne sais pas ce qu'est le duo des 2 amants, tu ne peux comprendre le bonheur de 2 néophytes d'amour écoutant cette divine expression de la tendresse. Je me suis couchée en entendant des pas sur le terrain sonore de la contre-allée. Oh, maintenant, mon ange, j'ai le feu dans le cœur, dans la tête. Que fait-il ? Que pense-t-il ? A-t-il une pensée, une seule qui me soit étrangère ? Est-il l'esclave toujours prêt qu'il m'a dit être ? Comment m'en assurer ? A-t-il dans l'âme le plus léger soupçon que mon acceptation comporte un blâme, un retour quelconque, un remerciement ? Je suis livrée à toutes les arguties minutieuses des femmes du Cyrus et de l'Astrée, aux subtilités des cours d'amour. Sait-il qu'en amour, les plus menues actions des femmes sont la terminaison d'un monde de réflexion, de combats intérieurs, de victoires perdues ? À quoi pense-t-il en ce moment ? Comment lui ordonner de m'écrire le soir le détail de sa journée ? Il est mon esclave, je dois l'occuper, et je vais l'écraser de travail. Dimanche matin. Je n'ai dormi que très peu le matin. Il est midi. Je viens de faire écrire la lettre suivante par Griffith. À monsieur le baron de Macumer. Mademoiselle de Chaulieu me charge, monsieur le baron, de vous redemander la copie d'une lettre que lui a écrite une de ses amies, qui est de sa main et que vous avez emportée. Agréé, etc. Griffith. Ma chère, Griffith est sortie, elle est allée rue Hillerin-Bertin. Elle a fait remettre ce poulet à mon esclave qui m'a rendu sous enveloppe mon programme mouillé de larmes. Il a obéi. Oh, ma chère, il devait y tenir. Un autre aurait refusé en écrivant une lettre pleine de flatteries, mais le Sarrasin a été ce qu'il avait promis d'être. Il a obéi. Je suis touchée aux larmes. Chapitre 17. De la même à la même. 2 avril. Hier, le temps était superbe, je me suis mise en fille aimée et qui veut plaire.
À ma prière, mon père m'a donné le plus joli attelage qu'il soit possible de voir à Paris, 2 chevaux gris pommelés et une calèche de la dernière élégance. J'essayais mon équipage. J'étais comme une fleur sous une ombrelle doublée de soie blanche. En montant l'avenue des Champs-Élysées, j'ai vu venir à moi mon avancérage sur un cheval de la plus admirable beauté. Les hommes, qui maintenant sont presque tous de parfaits maquignons, s'arrêtaient pour le voir, pour l'examiner. Il m'a salué, et je lui ai fait un signe amical d'encouragement. Il a modéré le pas de son cheval, et j'ai pu lui dire « Vous ne trouverez pas mauvais, monsieur le baron, que je vous ai redemandé ma lettre. Elle vous était inutile. Vous avez déjà dépassé ce programme, ai-je ajouté à voix basse. Vous avez un cheval qui vous fait bien remarquer, lui ai-je dit. Mon intendant de Sardaigne me l'a envoyé par orgueil, car ce cheval de race arabe est né dans mes maquis. Ce matin, ma chère, Hénarès était sur un cheval anglais alezan, encore très beau, mais qui n'excitait plus l'attention. Le peu de critiques, moqueuses de mes paroles, avait suffi. Il m'a salué et je lui ai répondu par une légère inclinaison de tête. Le duc d'Angoulême a fait acheter le cheval de Macumer. Mon esclave a compris qu'il sortait de la simplicité voulue en attirant sur lui l'attention des badauds. Un homme doit être remarqué pour lui-même et non pas pour son cheval ou pour des choses. Avoir un trop beau cheval me semble aussi ridicule que d'avoir un gros diamant à sa chemise. J'ai été ravie de le prendre en faute, et peut-être y avait-il dans son fait un peu d'amour-propre, permis à un pauvre proscrit. Cet enfantillage me plaît. Oh, ma vieille raisonneuse, jouis-tu de mes amours autant que je me suis attristée de ta sombre philosophie? Cher Philippe II en jupon, te promènes-tu bien dans ma calèche? Vois-tu ce regard de velours, humble et plein, fier de son servage, que me lance en passant cet homme vraiment grand qui porte ma livrée et qui a toujours à sa boutonnière un camélia rouge, tandis que j'en ai toujours un blanc à la main? Quelle clarté jette l'amour! Combien je comprends Paris! Maintenant tout m'y semble spirituel. Oui, l'amour y est plus joli, plus grand, plus charmant que partout ailleurs. Décidément, j'ai reconnu que jamais je ne pourrais tourmenter, inquiéter un sot, ni avoir le moindre empire sur lui. Il n'y a que les hommes supérieurs qui nous comprennent bien et sur lesquels nous puissions agir. Oh, pauvre ami, pardon, j'oubliais notre l'estorade. Mais ne m'as-tu pas dit que tu allais en faire un génie? Oh, je devine pourquoi. Tu l'élèves à la brochette pour être comprise un jour. Adieu, je suis un peu folle et ne veux pas continuer. Chapitre 18. De Madame de l'Estorade à Louise de Chaulieu. Avril. Cher ange, ou ne dois-je pas plutôt dire cher démon, tu m'as affligée sans le vouloir. Si nous n'étions pas la même âme, je dirais blessée. Mais ne se blesse-t-on pas aussi soi-même? Comme on voit bien que tu n'as pas encore arrêté ta pensée sur ce mot indissoluble, appliqué au contrat qui lie une femme à un homme. Je ne veux pas contredire les philosophes ni les législateurs. Ils sont bien de force à se contredire eux-mêmes. Mais cher, en rendant le mariage irrévocable et lui imposant une formule égale pour tous et impitoyable, on a fait de chaque union une chose entièrement dissemblable, aussi dissemblable que le sont les individus entre eux. Chacune d'elles a ses lois intérieures différentes. Celle d'un mariage à la campagne, où 2 êtres seront sans cesse en présence, ne sont pas celles d'un ménage à la ville, où plus de distractions nuancent la vie. Et celles d'un ménage à Paris, où la vie passe comme un torrent, ne seront pas celles d'un mariage en province, où la vie est moins agitée. Si les conditions varient selon les lieux, elles varient bien davantage selon les caractères. La femme d'un homme de génie n'a qu'à se laisser conduire, et la femme d'un sot doit, sous peine des plus grands malheurs, prendre les rênes de la machine si elle se sent plus intelligente que lui. Peut-être, après tout, la réflexion et la raison arrivent-elles à ce qu'on appelle dépravation. Pour nous, la dépravation, n'est-ce pas le calcul dans les sentiments? Une passion qui raisonne est dépravée.
Elle n'est belle qu'involontaire et dans ses sublimes jets qui excluent tout égoïsme. Ah, tôt ou tard, tu te diras, ma chère, oui, la fausseté est aussi nécessaire à la femme que son corset. Si par fausseté on entend le silence de celle qui a le courage de se taire, si par fausseté l'on entend le calcul nécessaire de l'avenir. Toute femme mariée apprend à ses dépens les lois sociales qui sont incompatibles en beaucoup de points avec celles de la nature. On peut avoir en mariage une douzaine d'enfants, en se mariant à l'âge où nous sommes. Et si nous les avions, nous commettrions 12 crimes, nous ferions 12 malheurs. Ne livrerions-nous pas à la misère et au désespoir de charmants êtres, tandis que 2 enfants sont 2 bonheurs, 2 bienfaits, 2 créations en harmonie avec les mœurs et les lois actuelles. La loi naturelle et le code sont ennemis, et nous sommes le terrain sur lequel ils luttent. Appelleras-tu dépravation la sagesse de l'épouse qui veille à ce que la famille ne se ruine pas par elle-même ? Un seul calcul ou 1000, tout est perdu dans le cœur. Ce calcul atroce, vous le ferez un jour, belle baronne de Macumer, quand vous serez la femme heureuse et fière de l'homme qui vous adore. Ou plutôt, cet homme supérieur vous l'épargnera, car il le fera lui-même. Tu vois, chère folle, que nous avons étudié le code dans ses rapports avec l'amour conjugal. Tu sauras que nous ne devons compte qu'à nous-mêmes et à Dieu des moyens que nous employons pour perpétuer le bonheur au sein de nos maisons. Et mieux vaut le calcul qui y parvient que l'amour irréfléchi qui y met le deuil, les querelles ou la désunion. J'ai cruellement étudié le rôle de l'épouse et de la mère de famille. Oui, cher ange. Nous avons de sublimes mensonges à faire pour être la noble créature que nous sommes en accomplissant nos devoirs. Tu me taxes de fausseté parce que je veux mesurer au jour le jour à l'ouïe la connaissance de moi-même. Mais n'est-ce pas une trop intime connaissance qui cause les désunions ? Je veux l'occuper beaucoup pour beaucoup le distraire de moi, au nom de son propre bonheur, et tel n'est pas le calcul de la passion. Si la tendresse est inépuisable, l'amour ne l'est point. Aussi est-ce une véritable entreprise pour une honnête femme que de le sagement distribuer sur toute la vie. Au risque de te paraître exécrable, je te dirai que je persiste dans mes principes en me croyant très grande et très généreuse. La vertu mignonne est un principe dont les manifestations diffèrent selon les milieux. La vertu de Provence, celle de Constantinople, celle de Londres et celle de Paris ont des effets parfaitement dissemblables sans cesser d'être la vertu. Chaque vie humaine offre dans son tissu les combinaisons les plus irrégulières, mais vues d'une certaine hauteur, toutes paraissent semblables. Si je voulais voir Louis malheureux et faire fleurir une séparation de corps, je n'aurais qu'à me mettre à sa laisse. Je n'ai pas eu comme toi le bonheur de rencontrer un être supérieur, mais peut-être aurais-je le plaisir de le rendre supérieur. Et je te donne rendez-vous dans 5 ans à Paris. Tu y seras prise toi-même et tu me diras que je me suis trompée, que M. de l'Estorade était nativement remarquable. Quant à ces belles amours, à ces émotions que je n'éprouve que par toi, quant à ces stations nocturnes sur le balcon à la lueur des étoiles, quant à ces adorations excessives, à ces divinisations de nous, j'ai su qu'il y fallait renoncer. Ton épanouissement dans la vie rayonne à ton gré. Le mien est circonscrit, il a l'enceinte de la crampade et tu me reproches les précautions que demande un fragile, un secret, un pauvre bonheur pour devenir durable, riche et mystérieux. Je croyais avoir trouvé les grâces d'une maîtresse dans mon état de femme et tu m'as presque fait rougir de moi-même. Entre nous deux, qui a tort, qui a raison ? Peut-être avons-nous également tort et raison toutes deux, et peut-être la société nous vend-elle fort cher nos dentelles, nos titres et nos enfants. Moi, j'ai mes camélias rouges, ils sont sur mes lèvres, en sourire, qui fleurissent pour ces 2 êtres, le père et le fils, à qui je suis dévouée, à la fois esclave et maîtresse. Mes chères, tes dernières lettres m'ont fait apercevoir tout ce que j'ai perdu. Tu m'as appris l'étendue des sacrifices de la femme mariée.
J'avais à peine jeté les yeux sur ces beaux steppes sauvages où tu bondis. Je ne te parlerai point de quelques larmes essuyées en te lisant. Mais le regret n'est pas le remords, quoi qu'il en soit un peu germain. Tu m'as dit, le mariage rend philosophe. Hélas, non. Je l'ai bien senti quand je pleurais en te sachant emporter au torrent de l'amour. Mais mon père m'a fait lire un des plus profonds écrivains de nos contrées, un des héritiers de Bossuet, un de ces cruels politiques dont les pages engendrent la conviction. Pendant que tu lisais Corinne, je lisais Bonald, et voilà tout le secret de ma philosophie. La famille sainte et forte m'est apparue. De par Bonald, ton père avait raison dans son discours. Adieu, ma chère imagination, mon ami, toi qui es ma folie. Et voilà, c'est la fin du chapitre 18, c'est la fin de cette lecture. Je vous remercie infiniment, énormément pour cette écoute attentive, j'espère. Et si elle ne l'est pas, c'est pas grave non plus. Ce passage m'a plu. Les différentes voix, voilà. Je sais pas, je ne fais pas de commentaires encore sur cette œuvre, peut-être à la fin si j'ai des choses très importantes à dire. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là, décidément, pour la conclusion brillante. Je vous souhaite beaucoup de belles choses et je vous dis à très vite pour la suite de cette lecture. Mémoire de deux jeunes mariés de Balzac. Merci beaucoup, à très bientôt.